Nombre entre toujours 1 et 32. 16. Intelligence. Ah. Ouais, alors ça aussi, c'est... Si vous voulez, la clé dans ce sens politique des mots, c'est toujours de faire croire que les mots sont monosens. C'est pour ça que j'ai commencé par le mot sens, qui lui-même a 3 sens. Un mot, c'est un tiroir. Et dans le tiroir, il y a ce qu'on appelle plusieurs scènes. C'est pour ça qu'on dit sémantique, c'est-à-dire plusieurs sens individuels, qui sont des sens bien séparés. Et donc, typiquement, le mot intelligence, aujourd'hui, on est très content. Alors, tout ce que je vous dis, je parle toujours de ce qui est dit dans les masses médias. Que partout, dans tout ce que je dis, si vous rentrez dans des micro-médias un peu séparés des finances, vous trouverez d'autres sens pour les mots. Il n'y a pas de problème. C'est pas un scoop, ce que je dis. Ce que j'essaie de montrer, c'est juste le fonctionnement systématique des masses médias, parce qu'ils sont soumis aux financiers, parce qu'ils sont propriété financière. Ou que s'ils sont propriété publique, c'est les élus qui sont propriété financière, parce qu'une campagne électorale, ça se gagne quand on a et de l'argent et des médias privés qui vous soutiennent. Donc pour dire le mot intelligence, depuis toujours, quand on est petit, l'intelligence c'est quoi? C'est d'abord de réussir à l'école. L'école c'est quoi? C'est de réciter ce qu'on vous dit qu'il faut réciter. Donc c'est toujours de tuer le subjectif et singulier. Bien sûr, on vous dit le contraire, on vous dit c'est bien, une fois que tu as fait le nécessaire, tu peux en plus avoir quelques qualités un petit peu particulières. Mais le critère de l'intelligence, c'est celui qui est bon à l'école, c'est celui... les tests d'intelligence, les fameux QI, tout ça, il y a des graines qui essayent de germer autrement, mais c'est très peu. Donc le fameux QI, c'est toujours de l'intelligence déductive, de l'intelligence de raison. Alors que maintenant, on commence quand même à voir émerger d'autres familles qui disent mais quand même, il y a de l'intelligence relationnelle, et c'est évident. Les gens qui réussissent à l'école et les gens qui réussissent au travail, souvent, ce n'est pas les mêmes qualités. Les qualités relationnelles pour faire du commercial, du business, plein de choses, de négociation, les qualités sociales. Donc, il y a de l'intelligence relationnelle qui n'a rien à voir avec l'intelligence logique et déductive. Mais le mot intelligence a capté un seul sens. Et il n'y a pas que ça, il y a l'intelligence émotionnelle. Des gens qui ont des sens, le sens pour capter des choses. C'est encore autre chose que, enfin, disons, c'est la relation avec soi-même, avec ses sens. Mais donc, pour dire juste un mot a plusieurs sens, et de l'utiliser, de dire il n'est pas intelligent parce qu'il n'est pas bon à l'école, c'est quelque part dangereux. Parce qu'au lieu d'aider à faire croître la racine qui correspond à une personne, bien sûr, il faut canaliser un peu par rapport à vivre dans son environnement, mais un peu. C'est pas pareil que de dire tout ce qui n'est pas dans le cadre, le mot normal, je ne sais même pas si je l'ai mis, mais supposé normal, c'est une honte le mot normal. Le mot normal, c'est juste pour imposer une norme qui n'est pas observable. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, pour dire le mot intelligence, voilà, c'est l'exemple typique d'un mot qui entraîne dans une route et qui, malheureusement, souvent, est très utile pour détruire d'autres routes qui, elles, ont pourtant plein de richesses qui sont parfaitement observables a posteriori. Merci. 10. Droit de propriété. Ah ouais, ça, typique. Ça, c'est des mots qu'on utilise sans y penser. Le droit de propriété intellectuelle, le droit de propriété tout court. Enfin, il ne faut pas menacer le droit de propriété. Le droit de propriété, c'est nos libertés. Voilà. Mais en fait, dans le mot, ça c'est le cas de beaucoup de mots, c'est toujours cet amalgame de l'ensemble des sens à un seul. La propriété, c'est pas la propriété privée seulement. Quand je vous dis de l'air respirable, ça, on peut aussi le voir comme une propriété publique. Et puis quand on parle des biens communs, des biens publics, on peut aussi le voir comme une propriété d'une collectivité. Ça c'est bien vu. Une collectivité dont les patrons vendent je sais pas, des terres indiennes, dont les patrons donnent des licences, allez faire du gaz de schiste autant que vous voulez. Enfin, bien sûr qu'il y a un droit de propriété publique. Donc le fait de toujours, dans l'esprit des gens, faire fonctionner le mot droit de propriété uniquement vers la propriété privée et jamais vers la protection de la propriété publique, c'est pas par hasard que pour monétariser, il faut détruire les biens publics pour les rendre privés, sinon il n'y a pas d'argent dans les poches privées. Voilà un autre mot qu'on utilise tout le temps dans les masses médias financiers, comme si c'était évident, alors que c'est plutôt évidemment le contraire. Parce qu'aujourd'hui, pour une richesse collective, on est beaucoup plus riche avec des mers poissonneuses. Alors que quand on a éliminé, ce qui est le cas, plus de la moitié des thons ou des espèces qui disparaissent, en espèces qui disparaissent, on est passé d'un rythme qui était de 1, je ne sais pas combien c'était, enfin moins de 10 tous les 10 000 ans, et on en est maintenant, comment dire ça en chiffres? C'était moins de... Pour arriver à 10 pour 1000 d'espèces disparues, c'était au moins chaque 10 000 ans, alors que maintenant on est plutôt à plus de 10% d'espèces disparues en moins de même pas un siècle.
Voilà, donc pour dire on est dans des rythmes de disparition d'espèces qui ont pris un facteur 100. Tout ça, c'est de la, entre guillemets, propriété publique, détruisons à volonté, ça coûte rien. Mais le droit de propriété publique, c'est quasiment inexistant. Enfin, je veux dire, tellement inexistant qu'aujourd'hui, par exemple, ceux qui font de l'informatique, vous savez, et pas qu'en informatique, il y a des tentatives de protection avec les comment dire, Creative Commons, copyleft, enfin, des tentatives pour mettre... En fait, il faut protéger, pour empêcher n'importe qui de prendre n'importe quelle chose. Tiens, une graine, voilà. Vous avez même plus le droit de planter vos tomates. Pour faire du commerce de tomates, Monsanto, depuis des décennies, dans le monde entier, a fait agréer par les gouvernements, France inclus, Europe inclus, la liste des graines agréées. Et la liste des graines agréées, comme de par hasard, c'est 95% Monsanto. Traduction, si vous ne payez pas si vous êtes pour vendre des tomates sur les marchés, si vous ne payez pas vos graines à Monsanto, vous n'avez pas le droit. Si vous récupérez une brave tomate et que vous la replantez et que vous voulez la revendre sur un marché, vous êtes dans l'illégalité. Voilà, le droit de propriété publique, aujourd'hui, il a tellement disparu qu'il faut remettre des lois pour essayer de le protéger. Alors ça sera le rebond. Alors on peut rebondir maintenant ou on peut faire les deux méthodes. Alors si c'est chaud et que vous allez oublier et que tu vas oublier, on rebondit maintenant. Et si c'est assez chaud pour rester encore solide en température d'ici quelques temps, 10 minutes. On rebondit après. Non. Assez chaud, d'accord. Un autre... pardon 21. Politique. Ouais, alors ça... Pour moi, ce que vous faites ici, ce qu'on fait ici, c'est de la politique. C'est-à-dire que c'est fabuleux. Au moment des élections, ah, mais si tu vas pas voter, t'es pas citoyen. La politique, c'est juste de mettre ton vote dans une urne et t'en débarrasser pour 5 ans. C'est extraordinaire le monde. Voilà. Mais c'est vraiment ce qui est bassiné. Hein. Mais tu vas pas voter, tu votes blanc, mais tu prends pas de responsabilité. Alors que, pour moi, voter entre, comme on le disait, enfin, je sais pas, entre la peste et le choléra, ou bon, c'est pas automatiquement peut-être l'acte politique le plus fructueux. Donc, mais ça se joue, c'est décliné partout sur ce mot politique. Les politiques, dans les médias, les politiques, c'est que les élus. Les citoyens, c'est pas les politiques. Quand on dit les politiques, c'est jamais les citoyens. Les citoyens, comme acteurs politiques, non, il faut surtout pas leur donner des mauvaises idées. Voilà. Donc pour dire, le mot politique, par exemple, les systèmes politiques, extraordinaires. À l'école, on vous apprend la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs politiques majeurs, qui pour moi sont mineurs, mais qui existent, hein, qui sont exécutifs, législatifs et judiciaires. Voilà nos 3 systèmes politiques tels qu'on vous les met bien en tête comme analyse du système. C'est un bidon total. Personnellement, je préférerais qu'on en montre bien 5, et surtout parce que les 2 derniers, il faut les permuter. C'est-à-dire celui qui est dominant doit devenir complètement dominé, et celui qui est dominé doit devenir complètement dominant. Donc quels sont les 2 absents dans nos systèmes politiques tels qu'on vous les évoque? C'est la finance et les médias. C'est-à-dire que vous avez les pouvoirs politiques exécutifs, comme on dit, ils s'exécutent, législatif, il fait les lois, et le judiciaire, il contrôle. C'est un peu comme au foot, il faut une règle, c'est le législatif, il faut des joueurs, c'est l'exécutif, et il faut un arbitre, c'est le judiciaire. Mais derrière tout ça, il y a tout le reste. Pourquoi les gens viennent voir du foot? Donc là, vous avez les médias et la finance. C'est-à-dire au niveau du contrôle, entre guillemets, de la canalisation des énergies dans une collectivité. L'image que j'ai, c'est comme le cerveau, dans l'organisme individuel, par rapport aux médias dans l'organisme collectivité humaine. C'est-à-dire que le cerveau est là pour analyser, comprendre, contrôler. Les médias sont là pour observer, analyser, comprendre, contrôler. Dans les 2 cas, ils font circuler les informations. Et l'analogie corps individuel et corps collectif n'est pas neutre, parce que derrière, il y a une autre image que j'aime bien quand même évoquer, c'est que la vie s'est enrichie par la diversité. C'est-à-dire que notre corps s'est enrichi par la diversité des cellules et des organes. Pour moi, c'est la même chose dans un corps collectif. C'est-à-dire que le corps collectif social s'enrichit par la diversité de ses membres et de ses regroupements. Ce qui est exactement l'inverse de vouloir avoir tous une pensée unique, un sens unique. Donc c'est vraiment chargé de sens de vouloir rester dans l'archaïsme des organismes unicellulaires, dans l'archaïsme de tous d'accord. Donc ça, c'est sur le mot politique, pour dire attention, le mot politique est vraiment... N'oubliez jamais que pour moi, l'acte politique principal de chacun, la puissance politique monstrueuse de chacun,
c'est sa puissance médiatique individuelle, comment il choisit ses médias, quelles informations il reçoit, quelles informations il fait circuler. Là, il façonne les repères de sa collectivité. Et après, oui, à un moment, il faut bien nommer de l'exécutif, se mettre d'accord sur des choses. Mais si on se laisse bananer sur la surface, à ne voir que des surfaces de choses, on ne va jamais toucher au fond. Donc voilà sur la politique. On peut faire des temps de respiration aussi. 7. Dérégulation. Ouais. Ah oui, non, là, je ne sais pas si vous le connaissez, ce mot, il est quand même assez véhiculé, mais il est fabuleux. Il faut oser le dire quand même. Hein. Alors, dérégulation, c'est un mot classique pour la dérégulation financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Régulus, c'est le roi. Hein. Les règles, c'est la mise en cadre. Et une collectivité, de toute éternité, l'invention de la loi, je crois que c'était les gros trucs en pierre qui montent dans un musée à Paris, c'était dans les 5000 ans, je ne garantis pas, mais dans ces eaux-là, 5000, 7000, c'était quand même colossal par rapport, comme, entre guillemets, autre chose que la tribu et la décision d'un seul, sans règles. C'est-à-dire, au moins, quand on a des règles, ça peut paraître bizarre, mais les règles donnent de la liberté. Parce que si on n'a pas de règles et que c'est un seul qui va décider, il faut deviner dans quelles règles il va décider. Donc on n'est même pas libre de ses propres jeux de frontières. Donc la dérégulation financière, c'est quoi? C'est le fait que depuis, alors c'est vraiment des décennies, ça n'arrête pas de créer d'ailleurs des destructions pour les populations. J'ai parlé de la crise de 2008, mais dans les années 1900, vous aviez déjà des financiers qui écrivaient à leur propre troupe locale, ça c'était une banque américaine, c'est la Boom and Depression Pump, la pompe à boom économique pour dépression économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne une période où je vais libérer les crédits, donc les gens vont pouvoir investir, les entreprises se développer, et surtout les gens vont pouvoir hypothéquer. Et le lendemain, quand je trouve que ça va, les agriculteurs sont maintenant endettés pour les 3/4, je vais resserrer le crédit. Et grâce à ça, tout d'un coup, sur le territoire où je travaille, moi banquier, je vais avoir 10%, 20%, 30% de faillite. Je récupère les hypothèques, j'ai donc pris possession monétarisée de biens absolument physiques, de la terre, des usines, et le lendemain, je recommence la boum. Évidemment, cette fois-ci, j'engraisse plus de bénéfices pour moi. Donc, pour dire dérégulariser, c'est interdire, c'est les banquiers, la finance, qui interdit aux autres, au gouvernement en particulier, de s'occuper de ce qu'ils font. Ça veut dire que quand le banquier fait des produits empoisonnés, aujourd'hui vous avez des produits financiers mais hallucinants. Moi, j'ai le droit en finance de prendre une assurance sur le fait que ta maison ne va pas brûler. Et le lendemain, j'ai le droit évidemment de la faire brûler pour toucher l'assurance. Par exemple, toujours Goldman Sachs, quand il fait la faillite de la Grèce, il s'était assuré avant contre la faillite de la Grèce, parce qu'il savait que ça allait tomber. Il savait tellement bien que ça allait tomber que c'est lui qui l'avait construite au début, dans la manière de négocier les emprunts cachés par la Grèce pour montrer à l'Europe qu'elle pouvait rentrer en Europe. C'était Goldman Sachs, le banquier, de comment je magouille tout ça pour que ça ne se voit pas trop. Et 3 ans après, c'est aussi Goldman Sachs qui a évidemment fait germer dans les médias l'information que vous savez, c'était un peu triché tout ça. Donc grâce à ça, la Grèce s'est effondrée et Goldman a encaissé l'assurance contre le fait que la Grèce allait s'effondrer. Alors ça, c'est la dérégulation financière. Ça veut dire les banquiers peuvent s'inventer des produits, mais hallucinants. Évidemment, c'est jamais pour l'intérêt des populations, mais eux, qu'est-ce que ça encaisse comme milliards et milliards? Voilà la dérégulation. Et aujourd'hui, c'est perçu comme intouchable. Hollande qui raconte le ministre et la finance, c'est bien gentil à dire une fois, mais il ne faut pas y toucher, sinon c'est lui qui saute tout de suite dans tous les médias. Voilà, donc dérégulation. Merci. 12. Pardon 2 12. Encore. Ah. Ça c'est génial. Ça c'est un des trucs les plus fabuleux pour montrer comment on a réussi à déformer le sens des mots dans des évidences impressionnantes. Aux dernières élections présidentielles, tous les politiques étaient clairs sur une chose, de toute manière, la priorité, c'est l'emploi. Alors ça, c'est bien. Personnellement, mon regard, c'est juste que l'emploi, il se fabrique, comme j'essaie de vous le dire. L'idée, c'est simplement
Les pompiers professionnels qui ont besoin de leur boulot, ils préfèrent les politiques pyromanes. Comme ça, on garde le boulot. Si je suis pompier professionnel et que j'ai plus d'incendie, surtout quand c'est les 3/4 de nos emplois, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est impressionnant parce que les gens qui croient que c'est bien d'avoir un emploi, ils ne voient pas que dans tous les secteurs, on ne travaille surtout pas pour donner plus aux collectivités avec moins de travail. Alors que c'était quand même tout le démarrage. L'idée clé, c'est qu'on est passé de la révolution industrielle à une révolution financière. Et que ça a complètement inversé les règles du jeu. C'est-à-dire la révolution industrielle a été capable de produire plus et mieux avec moins. Et la révolution financière, le but, c'est d'arriver à faire semblant de garder de la productivité, mais surtout réussir à produire assez pire pour construire assez de nouveaux marchés pour qu'on garde la domination et la croissance de l'argent. Donc pour dire, bien travailler, je donne un exemple, moi j'ai été un peu matheux à des époques, et pour moi, ce que j'aimais bien à l'école, en tout cas, c'est qu'avec les maths, on pouvait être totalement paresseux, on était débarrassé du boulot, il suffisait de comprendre un peu, et ça roulait tout seul. Je veux dire, les maths, c'est le culte de la paresse. Qu'est-ce que c'est que le zéro, par exemple? L'humanité a mis des milliers d'années à inventer le zéro. Les Romains, ils n'avaient pas le zéro, hein. Ils avaient des trucs à la plouc, là, des X, des V, des I, ils ne pouvaient pas écrire en base 10. Ils calculaient en base 10, mais ils ne pouvaient pas écrire en base 10. Donc je veux dire juste que des inventions aussi simples que le zéro, ça fait un autre exemple, ça fait des tas de boulot en moins. Un autre exemple, vous inventez la multiplication, mais vous avez flingué des millions d'emplois d'additionneurs. Parce qu'on n'a plus besoin des additionneurs quand on a une multiplication. Donc je veux dire, le but du boulot de toute éternité jusqu'à la révolution industrielle inclus, c'était quand même autant que possible de faire plus et mieux avec moins. Aujourd'hui, l'emploi, c'est le contraire. L'emploi, c'est, oh là là, vous vous rendez compte, la catastrophe, ils vont mettre des trucs automatiques aux caisses de supermarché. Alors bien sûr, il va dire oui, mais c'est pas bien. Hein. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que l'emploi? L'emploi, c'est l'obligation, pour un besoin rendu vital par la monétarisation, c'est-à-dire pour un besoin d'argent, d'accepter un travail débile pour survivre. Je simplifie. Il y a évidemment, heureusement, quand même des individus qui arrivent à avoir des cursus, ils arrivent à facturer des choses qui leur plaît de faire. Mais globalement, c'est un travail d'esclave, rendu esclave par des besoins d'argent. Alors que on peut toujours essayer de glisser vers d'autres mots. Si on remplace l'urgence de l'emploi vers l'urgence des revenus, là c'est bien rigolo. Parce que déjà aujourd'hui, vous avez des gens qui se mettent au RSA pour faire des trucs intéressants, en ayant un minimum de revenus. Alors, c'est pas la gloire le RSA, mais déjà, ceux qui se débrouillent bien, ils arrivent à en vivre à peu près, et c'est des tout petits niveaux, je ne dis pas ça. Mais je veux dire, vous pourriez payer le double. L'idée clé, c'est que plus vous avez... Alors, je dis RSA, on était dans des trucs de revenus inconditionnels, je crois, le mot qui était finalement sorti, parce qu'il y avait plein de mots qui tournent depuis des décennies sur ce truc de revenus de base, donc revenus inconditionnels. Sauf qu'évidemment, comme d'habitude, les politiques, dès qu'ils prennent un mot, ils vous l'envoient à l'envers. C'est-à-dire que inconditionnel à condition que. Alors que la clé de demander du revenu, la clé d'avoir du revenu accessible à tous, c'est quoi? C'est que vous libérez du besoin d'argent pour que les gens puissent choisir une activité. Parce que l'humain, il adore être actif. Regardez des gosses, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est dans la nature. Exactement comme respirer. L'activité, c'est une respiration de toute la personnalité. Donc évidemment, il n'y a aucun besoin d'incitation financière pour avoir envie d'activité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de canaliser quelques activités vers ce qui va être utile à la collectivité, aussi par un peu d'argent. Tout ce que j'essaie de dire, ce n'est pas de remplacer un extrême par un autre, mais c'est de dire que un mot n'est pas qu'un extrême. Donc, je donnais un premier exemple sur le mot emploi par rapport au mot revenu. Déjà, si les gens exigeaient des revenus, moi je trouve ça génial. Aujourd'hui, je suis retraité. Quand j'avais 30 ans, j'avais écrit un bouquin qui était La retraite à 25 ans. Pour dire, mais putain, pourquoi on ne nous paye pas tous à rien faire pour pouvoir enfin être beaucoup plus productif des richesses dont on a besoin. Mais les retraités, c'est marrant. Ils n'ont pas d'emploi. Donc, ils sont bien payés à rien faire, ceux-là. Ah oui, mais ils ont travaillé avant. Oui, mais ils ont travaillé à quoi? Ils ont travaillé à flinguer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ils ont travaillé à être payés à tout détruire. Et donc, c'est ça qui mérite qu'ils soient payés comme retraite. C'est intéressant comme raisonnement. Enfin, il y a un truc... voilà. Donc, pour dire, autre axe que le mot emploi, c'est déjà d'axer sur le mot revenu. Le jour où on aura la même priorité, c'est le revenu inconditionnel, par exemple, ça sera rigolo. Parce que là, on pourra avoir d'autres activités pour s'occuper autrement mieux de s'informer sur ce qui se fait comme choix politique pour détruire ou pour protéger ou pour construire. Et il y a encore mieux que le revenu. Parce qu'on peut aussi quand même imaginer un jour, au lieu d'emploi et de revenu comme priorité, c'est le gratuit. Parce que si on travaille à rendre les choses gratuites, si dans tous les secteurs d'activité, on s'aperçoit que le but du boulot, c'est de rendre les ressources facilement disponibles à tous, là, ça s'appelle le gratuit comme direction. C'est l'inverse de la croissance de l'argent.
Et là, me câbler dans mon boulot